n'est pas bon. On va essayer le. On va essayer. Ah, vas-y donc. On dirait que ça fonctionne cette fois-ci. Sauf que, quand je te parle, on dirait que mon volume n'est pas assez fort. Oh! Alors, là, je pense que c'est mieux, là. Je OK. vois la ligne de son. Jean-F et moi, on n'est pas capable de travailler dans la même pièce et c'est pas pour des raisons de conflit. C'est parce qu'on est trop loin. Jean-F est à Stoneham, moi je suis à Montréal et on est incapable de se voir parce que Jean-F est trop occupé. Je suis en train de démarrer un organisme. C'est une cuisine de production destinée à soutenir un écosystème local parce que les maraîchers mangent le bas autant que les gens qui font du podcast à peu près dans la vie. Fait que là, nos projets d'investissement militant, de préserver l'avenir énergétique de notre contrée. Des fois, c'est dur à rentrer dans l'horaire de l'organisme à but non lucratif, mais là, on est là. La technologie nous soutient. C'est comme si nous y étions. Mon pari, c'est que le son va être suffisamment bon pour qu'on puisse faire quelque chose qui a de l'allure. Alors, on serait prêt à distance à vous offrir le 2e épisode de J'aime ton énergie. On y va, on essaye et on se sent proche même en étant loin. Go! Choisir de rajouter de la capacité de production, c'est la façon la plus coûteuse et la plus risquée d'amorcer une décarbonation. J'aime ton énergie. J'aime ton énergie. C'est la voix de Jean-François Blain qu'on a entendu en ouverture. C'est un analyste senior du secteur de l'énergie. On l'a entendu à quelques reprises dans notre premier épisode. Il nous met en garde au sujet d'un risque très réel, selon lui, de se mettre financièrement dans le trou avec les 200 milliards de dollars d'investissement qui sont prévus dans le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec. Et ça veut dire une conséquence bien précise sur toi, Jean-F, et moi-même, et ceux qui nous écoutent. C'est une hausse potentielle des tarifs d'électricité dans le futur. 70% même que Jean-François Blain va jusqu'à dire. 70% sur une facture annuelle de 2500 $. Ça veut dire que dans 10 ans, cette même personne se retrouverait à payer 4200 $ par année, ce qui n'est pas rien. Surtout qu'au Québec, on est habitué de payer pas cher. Et Hydro-Québec ne fait pas apparaître d'argent. Donc, effectivement, s'ils planifient de grandes dépenses dans leur réseau, ben, ça va se payer uniquement par les tarifs que nous, on va payer, que les industries vont payer. Et ces tarifs-là sont déterminés par les influences de 3 pôles, si on veut, ou 3 pointes d'un triangle. Et la première pointe du triangle, c'est le gouvernement, qui, lui, fixe des objectifs très précis à Hydro-Québec. Hydro-Québec, après ça, fait un plan pour atteindre les objectifs qui sont précisés par le gouvernement. Dans ces objectifs-là, évidemment, il y a des tarifs qui vont devoir être au niveau correspondant pour pouvoir se financer. C'est là qu'arrive la 3e pointe du triangle, la fameuse régie de l'énergie, qu'on appelle souvent le chien de garde entre le politique et Hydro-Québec. Et là, je t'avoue, avec tous les changements en cours, je ne suis pas certain de saisir toutes les subtilités de ça, cette régie. Écoute, tu n'es pas seul. Là, je pense qu'on est pas mal tous les Québécois à pas exactement comprendre à quoi sert la régie de l'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'existait pas avant 1996 et elle est apparue avec le mandat d'isoler les grandes décisions d'Hydro-Québec de l'influence qui serait peut-être trop politique, puis aussi de mettre au défi les chiffres d'Hydro-Québec quand elle dit, par exemple, ben moi j'ai besoin d'un 2% d'augmentation des tarifs pour le futur. Finalement, c'est un frein qui vient obliger Hydro-Québec à être très rigoureux. Alors, on était rendu à poser des questions, mais peut-être plus directement à Hydro-Québec, et puis on n'avait pas d'interlocuteur. Alors, moi, j'ai écrit à Hydro, au service des communications. Ils m'ont donné rendez-vous au siège social d'Hydro-Québec, et ils ne m'ont pas fait rencontrer un pion. Ils t'ont référé au directeur des communications, Marc-Antoine Pouliot. Ouais. En tout cas, j'étais intimidé, mais que j'étais content d'être là, parce qu'effectivement, j'avais l'impression d'être considéré, et c'est la première étape peut-être pour se faire contrôler. C'est ce que je me suis dit. Mais donc, j'ai rencontré M. Pouliot et je lui ai dit tout bonnement, qui êtes-vous? Alors, Marc-Antoine Pouliot, directeur principal, communication et affaires gouvernementales à Hydro-Québec. Les communications englobent les communications internes, donc tout ce qui concerne les communications avec les 23 000 employés, les affaires publiques, qui sont les relations avec les parties prenantes externes non gouvernementales, donc les groupes environnementaux, les chambres de commerce, les regroupements économiques.
Donc, toutes les organisations, groupes de pression, groupes d'intérêt, toujours dans le volet communication, les relations avec les médias. Tous les médias d'information du Québec, des États-Unis, internationaux, peu importe, c'est mon équipe. Et les médias sociaux. Le deuxième volet, c'est le volet affaires gouvernementales. Donc, mon équipe là, s'occupe des relations avec le gouvernement du Québec, l'ensemble des ministères avec lesquels on a des liens, soit à plusieurs ministères, je ne les nommerai pas tous. Puis le gouvernement fédéral, bien sûr, avec lequel on a historiquement eu moins de liens. Mais là, dans le fond, la transition énergétique, les grands projets d'infrastructure, c'est tout un volet qui est en développement. Alors, tu avais devant toi, Godefroy, le directeur des communications d'Hydro-Québec. Oui, c'est pas rien. Ce monsieur-là, c'est la plaque tournante du discours officiel et on l'entend, il nous parle de l'importance grandissante de son rôle avec la transition énergétique. Donc, on peut déduire qu'il y a transition énergétique en cours. Oui, en tout cas, elle est dans le discours, la transition, ça c'est clair. Et puis, j'avais justement envie de le questionner sur ces fameux tarifs d'électricité qui ont toujours été vraiment très, très bas au Québec. Je suis allé lire un peu sur différentes ressources disponibles sur Internet, puis dans le bulletin semestriel le plus récent d'Hydro-Québec, donc celui de cet automne 2025, c'est écrit qu'en conformité avec son plan d'action 2035, les investissements chez Hydro-Québec sont en hausse de 20 % par rapport à l'année 2024 et de 60 % par rapport à 2023. Donc, Hydro-Québec met beaucoup d'argent dans son développement. Et on sait que le seul moyen dont dispose Hydro-Québec pour financer ses dépenses, ce sont les hausses de tarifs. Exactement. Et là, si on retourne pour parler de tarifs à notre triangle qui influence les tarifs, le triangle Hydro-Québec, gouvernement et Régie de l'énergie, bien, cette régie-là avait déterminé au printemps 2025 que les hausses qui devraient être accordées à Hydro-Québec pour équilibrer son budget, c'était des hausses de 3,6 %. Mais le gouvernement est intervenu et a affirmé que non, les hausses qui allaient être appliquées pour les prochaines années étaient bloquées par décret à 3 %. Donc, on bloque à 3 %. Hydro-Québec génère moins de revenus, donc va manquer d'argent ou diminuer ses ristournes au gouvernement. Parce que de toute façon, on finit toujours par payer d'un côté ou de l'autre. Bien, c'est ça. Puis ça revient à la menace à laquelle faisaient référence nos experts. Et là, je voulais savoir comment Hydro-Québec réagissait à une intervention politique de cet ordre-là qui les obligeait à plafonner leur hausse de tarifs à 3 %. Depuis la Révolution tranquille, depuis qu'Hydro-Québec existe, il y a dans le contrat social un équilibre qui vise à protéger les tarifs résidentiels de différentes manières. Dans les lois précédentes que le gouvernement péquiste, le gouvernement libéraux ont voté, il y a des aménagements qui permettent ça. Le bloc patrimonial, c'en est un. C'est autour de 3 sous du kilowattheure. C'est pas ça le prix du marché de l'électricité. Puis c'est pour une quantité extrêmement importante. Là, c'est 170 TWh. C'est essentiellement une année de consommation électrique au Québec. Petite pause ici, juste pour rappeler à nos auditeurs ce que Marc-Antoine Pouliot appelle le bloc patrimonial. C'est pas très compliqué. C'est un énorme bloc d'électricité qui est réservé à la population du Québec. Ce bloc-là, il a été créé en 2000, quand Hydro-Québec a commencé à vendre ses surplus sur les marchés extérieurs. C'est un prix qui est très bas, en bas du marché, et puis ça vise à préserver l'esprit du pacte social issu de la nationalisation en 1962. Donc, c'est un tarif pour ce bloc d'électricité-là qui est artificiellement maintenu bas. Donc, c'est vrai, c'est un choix qui est politique puis qui a une influence parce qu'il entre ce tarif-là dans le grand calcul que la Régie de l'énergie doit faire pour déterminer justement quelle hausse de tarif va permettre à Hydro-Québec de rentrer dans son argent. Il a poursuivi avec d'autres éléments politiques qui ont déjà influencé les tarifs d'Hydro-Québec dans le passé, notamment le tarif timbre-poste. Moi, je n'avais jamais entendu ça. Dans le fond, c'est le fait que le tarif au Québec est le même partout. Et c'est ce qu'il nous explique. Peu importe t'es où sur le territoire du Québec, t'es à Gaspé, t'es à Montréal, t'es à Chibougamau, tu payes le même tarif d'électricité. Sur le plan économique, c'est pas la rationalité. C'est pas ça la rationalité. La rationalité, ça serait utilisateur-payeur. Tu paies beaucoup plus cher quand tu es dans le bout d'un rang que quand tu es au centre-ville de Montréal. Donc, des mesures qui visent à protéger les tarifs d'électricité, qui viennent du politique, il y en a eu dans le passé. Là, le 3 % c'en est une. Le gouvernement a déterminé que pour préserver l'acceptabilité sociale de la transition énergétique qui va générer des coûts, il y avait un plafond à fixer qui était à 3 %.
Monsieur Pouliot, donc, il nous dit que les interventions politiques, ça fait partie de notre histoire et on ne devrait pas s'en formaliser. Oui, mais attends un peu. Il maîtrise bien son discours. C'est un gars de com, il nous dit que la rationalité, ce serait l'utilisateur-payeur. T'es loin, tu payes. Mais la question, c'est-tu de l'intervention politique de respecter le principe de base de la nationalisation, de garder les prix égaux pour tous les abonnés? OK, je comprends ce que tu veux dire. Dans le fond, c'est que c'est pas honnête de dire que c'est une intervention politique, c'est plutôt un choix fondamental qu'on a fait au moment de la nationalisation, que tous les Québécois allaient payer le même tarif. Donc, c'est pas une intervention politique, c'est la base. C'est le choix de société qu'on a fait. Et puis, il sert de ça pour banaliser les interventions politiques actuelles sur des investissements majeurs et discutables. Il t'a passé le sophisme de la fausse analogie, Godefroy, et on ne boira pas de cette eau. Et là, je me suis fait passer ça, moi, j'ai rien senti. Et bon, c'est ça que ça fait, les beaux bureaux. OK, écoute, donc, on garde en tête, c'est un gars de communication, d'accord. Mais ça me rappelle aussi, puis ça va dans le même sens, que parmi tous les gens à qui on a pu parler là, off et on the record pour ces épisodes-là, il y avait quand même un consensus vraiment fort sur le fait que face à un monopole d'État aussi puissant qu'Hydro-Québec, qui est aussi proche du gouvernement, avoir une régie indépendante, dépolitisée, c'est essentiel. Et des décrets qui passent par-dessus la régie pour aller, par exemple, fixer des tarifs, c'est vraiment une pratique à éviter. Avec les investissements qui viennent, limiter la hausse de 3 %, c'est politique. Ça, c'est une chose. Puis l'autre, puis on en revient toujours à ça, c'est qu'en limitant les hausses à 3 %, les liquidités risquent de manquer pour tous les projets engagés d'ici 2035. Bon, ben tu vois, le bureau était bien beau, mais j'ai gardé cette question-là en tête. Je ne me suis pas fait totalement... J'ai pas été aspiré complètement par la POC, comme on dit au hockey. Et donc, j'ai demandé à Marc-Antoine Pouliot, justement, si vous êtes plafonné à 3 % par décret, ben là, comment vous allez faire pour aller chercher le reste de l'argent qui va vous manquer, potentiellement, pour développer vos fameux projets? Bien, il faut garder en tête que les tarifs résidentiels, c'est à peu près le tiers des revenus d'Hydro-Québec. Je le schématise, là, c'est pas ça précisément, mais disons, nos revenus d'Hydro-Québec, le tiers vient du résidentiel, le tiers vient du commercial puis l'institutionnel, puis le tiers vient de l'industriel. Il y a le 2 tiers, commercial, institutionnel, industriel, qui n'est pas plafonné à 3 %. Et donc, nous, on estime là, que bon an, mal an, les hausses vont être de l'ordre de 4-5 % sur la durée du plan d'action, donc de 2035. Tout ça mis ensemble, 3 % résidentiel, 4-5 % commercial, institutionnel, industriel, on est tout à fait confiant et même certain qu'on va être capable d'aller chercher les revenus pour financer les infrastructures du plan d'action 2035. Il n'y a pas de doute à notre esprit à cet égard-là. Ouais. Moi, Godefroy, les gens qui ne doutent pas, en général, je me méfie. C'est vrai qu'il semble vraiment très confiant, que tout va être correct puis qu'il n'y aura pas d'emballement tarifaire. Ça me fait penser à des discussions que j'ai eues avec des gens à l'interne chez Hydro-Québec, un peu sur les mêmes questions, puis ils me disaient qu'à l'époque de la baie James, il y a des gens qui disaient « Attention, les tarifs vont exploser » et c'était un peu des oiseaux de malheur qu'on n'a pas écoutés, on est allé de l'avant. Et les projets de la baie James, on ne les regrette pas aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on paye notre électricité si peu cher, entre autres. Et il y avait un mot à dire, Marc-Antoine Pouliot, justement sur l'époque de la baie James. À l'époque, quand c'est Robert Bourassa qui a lancé la baie James, il n'y avait pas de marché, là. Puis il n'y avait pas de marché évident. Les exportations n'étaient pas développées. Et sur le plan québécois, il n'y avait pas de transition énergétique qui devenait un peu un moteur d'augmentation de la consommation. Nous, ici, au Québec, il n'y a pas de doute sur le fait que les infrastructures qu'on construit maintenant, il va y avoir des clients pour acheter l'électricité lorsque les infrastructures vont être mises en service. La demande est extrêmement élevée, elle va continuer de l'être. Puis si le marché du Québec avait une baisse quelconque pour une raison X ou Y, ben on a le marché d'exportation pour combler. Là. La supposée transition énergétique et la grande demande anticipée justifient et sécurisent les investissements. Au pire, on vendra aux États. De là, la masse des Québécois voit l'augmentation de sa facture limitée à 3 %. Tout le monde est content. Ouais, peut-être que tout le monde n'est pas content parce que là, ce que Marc-Antoine Pouliot nous amène, c'est une nouvelle notion dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'il y a 3 catégories de clients chez Hydro-Québec qui représentent 3 catégories de tarifs. Tu as le résidentiel, le commercial
et l'industriel. Bon, le résidentiel, c'est pas compliqué, c'est là où on habite, les appartements, les maisons, les chalets. Les industries, je pense que c'est clair aussi pour les gens, ce sont les très, très grands consommateurs d'électricité, les papeteries, les alumineries. Il y en a plusieurs là-dedans qui ont même des tarifs préférentiels. C'est là-dedans que Nordvolt se serait inscrit si ça n'avait pas été un échec monumental. J'aime Nordvolt. Ouais. La troisième grande catégorie, c'est celle des clients commerciaux. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mystérieux tiers-là? Ben, c'est toutes les PME, les petits commerces, les écoles aussi, les bureaux. Ta cuisine de production à toi, Jean-F, ça rentre dans cette catégorie-là, donc tu auras à payer un tarif. Je financerai la transition. Ben toi, ton tarif va monter plus que celui de Jean-F, le citoyen résident, et donc cette catégorie-là va voir ses tarifs augmenter pas mal. Exact. Et on sait qu'Hydro-Québec peut transférer ses revenus d'une clientèle à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'interfinancement. Donc, pour limiter les hausses résidentielles à 3 %, le commercial et l'industriel seront mis à contribution. Et les écoles, et les hôpitaux, et les CPE, parlons d'une bonne idée de gréver notre mission sociale. On se rappelle que ceux qui sont intéressés à l'impact que pourrait avoir le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec sur les tarifs, eux autres craignaient des hausses jusqu'à 6 % par année dans le futur. Et donc ça, il n'y a aucun électeur qui pardonnerait à son gouvernement une telle hausse. Alors que si on limite les hausses plus élevées aux PME ou n'importe quel commerce, tu peux t'imaginer un tigre géant, les employés, eux, chez eux, leur tarif n'augmente pas, mais le tigre géant, lui, sa facture explose et un tigre géant, ça ne vote pas, Jean-F. On ne verra jamais un tigre aller voter. Donc, selon plusieurs personnes, on est en train de préserver le gouvernement d'une éventuelle colère des électeurs en faisant payer une partie de l'électorat qui ne vote pas, c'est-à-dire les petits commerces. Et qui soutient en grande partie l'économie du Québec, oublions-le pas. Oui. On préserve l'électorat qui consomme du courant à fond et qui, peut-être, va s'acheter bientôt une belle Mustang électrique pour vivre sa transition en douceur. Est-ce que ça, c'est un plan secret que toi, tu as, Jean-F, de t'équiper comme Moi, ça? sérieux, dans ma Mustang électrique avec les 4 enfants, là, je me projette dans l'avenir. Traversons le parc des Laurentides, aller-retour pour ne pas brûler de gaz. Donc, faire payer les PME en douceur par l'interfinancement, c'est exactement le genre de situation qui confirme l'importance, le capital de dépolitiser les choix qui sont liés aux tarifs. Mon cher collègue Jean-F est retourné à ses fourneaux parce que l'écosystème qui est en train de se développer autour de lui dans sa cuisine de production à Stoneham prend de l'ampleur. Et de mon bord, je vais en profiter pour jaser un peu avec vous de certaines notions vraiment très importantes pour arriver à comprendre les enjeux énergétiques dont on parle. On est face à un gouvernement qui non seulement fixe les objectifs de son monopole d'État, mais qui intervient en même temps sur les tarifs, alors qu'on devrait plutôt compter sur un arbitrage dépolitisé qui devrait être fourni par la Régie de l'énergie dont c'est la responsabilité. Je suis allé interviewer quelqu'un qui connaît vraiment très bien la Régie parce qu'il y est intervenu des dizaines de fois depuis l'an 2000. Il s'appelle Jean-Pierre Finet. Il est analyste au regroupement des organismes environnementaux en énergie. On peut l'entendre régulièrement intervenir au sujet des enjeux énergétiques dans les médias. Et je lui ai demandé de nous faire une petite histoire de la Régie de l'énergie avant son apparition dans les années 90, mais surtout de comment ça se passait avant que la Régie de l'énergie sous sa forme actuelle arrive. Avant, finalement, Hydro-Québec se présentait en commission parlementaire à l'Assemblée nationale, disait au ministre de l'Énergie, voici, je vais avoir besoin, par exemple, d'une augmentation de 5,9 % des tarifs l'année prochaine, pour telle raison. Et là, il y avait un paquet de députés de plein de bonne foi qui étaient là, qui assistaient au débat, qui essayaient de critiquer du mieux qu'ils pouvaient là, les positions d'Hydro-Québec, mais finalement, c'était le ministre qui décidait. Hydro-Québec soumettait son dossier au gouvernement. En dedans de quelques jours, c'était réglé. Il repartait avec une hausse de tarifs et c'était ça. Il n'y avait aucun expert qui était impliqué. Les consommateurs n'étaient pas représentés. Le milieu environnemental n'était pas représenté non plus. Donc, Hydro-Québec avait juste à exagérer un peu ses besoins, en donner un peu au ministre à couper pour qu'il paraisse bien, pour qu'il lui sauve la face et que tout le monde finalement était content, tout le monde avait ce qu'il voulait, sauf les clients. Ailleurs, en Amérique du Nord, on avait déjà des Public Utilities Commissions, entre autres, et tout ça, et on devait aussi au Québec se doter d'un organisme qui, en l'absence de concurrence, devait justement réguler le marché de l'énergie.
Au moment de la première nationalisation, dans les années 40, il y avait déjà une régie de l'électricité et du gaz qui existait, mais elle ne gérait que le secteur privé, donc la nouvelle entité nationalisée n'était pas sous sa supervision. La régie apparaît vraiment comme on la connaît en 1997, qu'on décrit comme un contrepoids à la toute-puissance du monopole et donc qui sert à protéger la clientèle, mais il existe aussi une autre façon de concevoir la création de la Régie de l'énergie qui est un peu plus critique et peut-être plus cynique. Hydro-Québec, en effet, voulait pouvoir vendre de l'électricité aux États-Unis et pour avoir le droit de le faire, un organisme de contrôle indépendant était une des conditions indispensables et donc on aurait créé la Régie de l'énergie avec les pouvoirs qu'on lui connaît maintenant simplement pour se donner accès au marché américain et pas forcément pour protéger la clientèle ici au Québec. Donc, en 1997, création de la Régie comme elle est maintenant pour dépolitiser la fixation des tarifs, prendre en compte les points de vue des clients, aussi des groupes environnementaux, mais aussi peut-être avoir accès au marché américain. Mais bref, la Régie apparaît. La question qu'on se pose, c'est comment justement la Régie joue son rôle de contrôle sur les tarifs. On peut prendre pour ça l'exemple de cet automne. Au mois d'août 2025, Hydro-Québec dépose devant la Régie ses demandes tarifaires pour les 3 prochaines années pour déterminer les tarifs qui vont s'appliquer pendant cette période-là. Et M. Finet nous explique la suite du processus. Hydro-Québec va déposer son dossier tarifaire pour les 3 prochaines années. Suite à ça, la Régie, en fonction de la loi sur la Régie de l'énergie, va faire un avis aux personnes intéressées en disant, si vous êtes intéressé à intervenir dans le dossier tarifaire d'Hydro-Québec, vous êtes prié de déposer une demande d'intervention. Quels sont les sujets qui vous interpellent dans la requête du distributeur? Hydro-Québec, en l'occurrence, ça permet aux différents types de clientèle résidentielle, commerciale, industrielle, de participer à ces débats-là et donc à reviser la preuve du distributeur et ensuite émettre des recommandations. Et donc, c'est ça, mais les groupes environnementaux aussi peuvent être représentés là. Hydro-Québec doit fournir tous les chiffres qui vont permettre le calcul des tarifs. D'un côté, il y a les dépenses d'Hydro-Québec qui sont liées aux services électriques fournis aux Québécois pendant la période qui est analysée, donc les 3 prochaines années dans ce cas-ci. De l'autre côté, on a les revenus qui doivent permettre d'équilibrer tout ça, de payer pour tout ça. Et ces revenus-là, c'est rien d'autre que ce que les Québécois vont devoir payer en électricité sur la même période de 3 ans. Ce ne sont pas 100% des dépenses d'Hydro-Québec qui sont inclus dans le calcul, mais on peut tout de même essayer de le résumer. Hydro-Québec s'achète de l'électricité à elle-même. Elle doit inclure le coût de cette électricité-là. 90% de l'électricité vendue en termes de quantité, c'est le bloc patrimonial. On en a parlé au début de l'épisode. Cette portion-là est fixée à un tarif très bas. On ajoute à ça le 10% d'électricité restant qui a été produite par des infrastructures plus récentes. C'est l'électricité qu'on appelle post-patrimoniale. Cette nouvelle électricité représente seulement 10% du volume d'électricité vendue dans une année, mais tout de même, elle correspond à 20 à 25% des coûts. Donc, la nouvelle électricité coûte plus cher. D'autres coûts qui entrent dans le grand calcul des dépenses, entre autres, il y a un pourcentage du chiffre d'affaires d'Hydro-Québec qui doit être remis à son actionnaire unique, le gouvernement du Québec. Et en additionnant tout ça et un peu plus, mais je vous épargne les détails, on arrive à un grand total qu'on appelle les revenus requis pour fournir l'électricité aux Québécois et pour déterminer combien chaque kilowattheure va devoir être vendu aux Québécois en moyenne, bien, il faut diviser les revenus requis par la quantité d'électricité totale qu'on pense vendre. Donc, Hydro-Québec doit estimer le nombre de kilowattheures qui vont être vendus au Québec pendant les 3 prochaines années. Cette division-là donne un résultat, un chiffre, qui est le coût moyen de chaque kilowattheure qu'Hydro-Québec va devoir charger à sa clientèle pour couvrir ses frais et faire aussi un peu de profit. La Régie analyse les calculs d'Hydro-Québec, tient compte aussi des arguments des invités, des contestations et va rendre son verdict. Par exemple, elle va dire, pour assurer un tarif raisonnable tout en permettant à Hydro-Québec de générer des revenus, des profits et financer ses dépenses, je vous accorde des hausses moyennes de 2%, 3,6%, 7%, tout dépendant des années. Les décisions de la Régie sont sans appel, en théorie. Elle va rendre son jugement au sujet de la cause tarifaire de cet automne 2025 quelque part au printemps 2026, sauf qu'on sait que peu importe ce que la Régie va trancher, les hausses ont déjà été fixées par décret par le gouvernement du Québec et ces hausses, on le rappelle, sont limitées à 3% par an pour la clientèle résidentielle et un peu plus pour les clients commerciaux et les clients industriels. Donc, oui, on comprend maintenant que la Régie est vraiment un chien de garde, sauf que
Ceux qui sont les plus critiques de la régie trouvent que les causes tarifaires devant elles, c'est une perte de temps et de toute façon, le gouvernement, quand il n'est pas d'accord avec les décisions de son chien de garde, se donne le droit, tout simplement par décret, de les contourner. Et c'est en ce sens-là que les critiques de la régie disent que on perd beaucoup de temps et de l'argent avec cet organe-là. Évidemment, Jean-Pierre Finet n'est pas d'accord avec ça. Et il attire notre attention sur d'autres types de décisions d'Hydro-Québec que la régie peut contester. Et il nous raconte une histoire qui date d'une dizaine d'années, mais qui a fait épargner beaucoup d'argent aux Québécois à travers le travail de la régie. Je vais prendre un exemple. En 2015, Hydro-Québec voulait redémarrer la centrale thermique au gaz de TransCanada Énergie à Bécancour pour les périodes de pointe. Premièrement, cette centrale-là, on paye à peu près 150 millions, maintenant 135 millions par année pour la garder fermée depuis 2006. Elle n'a quasiment jamais opéré, cette centrale-là. Vous vous demandez peut-être pourquoi on paye comme ça pour une centrale qui est censée brûler du gaz naturel pour produire de l'électricité, mais qui est presque toujours fermée. C'est parce qu'Hydro-Québec avait une entente avec le producteur TCE et s'était engagé à payer un minimum de X millions par année, même si la quantité d'électricité était vraiment plus faible que prévu ou même inexistante. Même si la centrale est inutilisée, Hydro-Québec doit honorer son contrat. Mais sinon, ça devenait un investissement trop risqué pour TCE, surtout qu'on sait qu'il arrive à Hydro-Québec de surestimer régulièrement ses besoins futurs en électricité. Donc, c'est ça. Le contrat était de 2006 à 2026, mais en 2005, Hydro-Québec voulait renégocier un autre contrat qui se serait étendu jusqu'à 2036. On avait fait une demande en révision à la Régie de l'énergie de cette décision-là qui avait autorisé Hydro-Québec initialement à redémarrer la centrale en pointe jusqu'à 2036. Pas longtemps après qu'on ait gagné en révision, Hydro-Québec a admis que finalement, il avait encore exagéré les besoins, puis finalement qu'il n'y en avait pas besoin de la centrale thermique en pointe, qu'il aurait fallu payer encore là pour la garder fermée jusqu'en 2036, en plus de ce qu'on paye en ce moment. Donc, si on évalue ça à, mettons, 50-75 millions par année, pendant 20 ans, c'est au-dessus d'1 milliard de dollars qu'on a sauvé aux Québécois. Je pense que ça rend service beaucoup plus d'avoir justement ces chiens de garde-là à la Régie de l'énergie que de ne pas l'avoir puis de laisser Hydro-Québec et le gouvernement décider des hausses de tarifs. Alors, rendu là, moi, j'avais envie de retourner jaser de ces enjeux très sérieux avec mon partenaire Jean-F. Boilly. Et ça donne vraiment bien parce que là, il n'est pas à distance, il est avec moi dans mon salon. Godefroy, je suis content d'être là. J'avais affaire à Montréal. Je suis là pour le Salon du Livre, pour la promotion de mon roman, mon premier roman, Grosse douceur, paru cette année. Alors, content de te voir pour reprendre notre mission énergétique. On commençait l'épisode avec Jean-François Blain, notre expert, qui nous disait que la façon la plus risquée d'amorcer une transition énergétique, c'est d'augmenter les capacités de production. Et on a justement devant nous un plan d'investissement de 200 milliards de dollars qui vise principalement à développer la capacité de production. Ils sont très confiants chez Hydro-Québec de réussir à vendre toute cette nouvelle électricité-là et au pire, on va pouvoir vendre aux États-Unis. Think big. Ensuite, comme on craint une explosion des tarifs, il fallait comprendre comment ils sont calculés. On a donc fait un survol du rôle de la régie et de son fonctionnement. Oui, devant la régie, donc, Hydro-Québec montre de façon très officielle tous ses chiffres, met tous ses revenus requis sur la table pour la période couverte, c'est-à-dire les années à venir. Dans ce cas-ci, c'est les 3 prochaines années. Hydro-Québec présente en même temps la consommation estimée pour cette même période, ce qui va lui permettre d'évaluer de combien les tarifs doivent monter pour répondre à cette demande en capitaux. Ce que je comprends, c'est qu'on fait un calcul à partir de la consommation prévue. Ce pas des chiffres réels. Donc, on a tout intérêt à ne pas se tromper sur les prévisions. Effectivement. Puis Hydro-Québec, malheureusement, a fait des erreurs par le passé et ces erreurs, c'est presque toujours de surestimer la consommation. Et là, on est devant le plus grand plan d'augmentation de la consommation qui a jamais été produit. Mm-hmm. Et l'idée, c'est que si on vend moins d'électricité que prévu, ben là, chaque kilowattheure qu'on doit vendre va devoir être vendu plus cher. Ça va faire un manque à gagner pour les prochains budgets d'Hydro-Québec. Ça, ce que ça nous montre encore, c'est le rôle important de la régie. Absolument, parce que la régie, c'est elle qui supervise tout ça puis qui empêche Hydro-Québec de fonctionner en vase clos avec le gouvernement. Donc, même les détracteurs de la régie, ceux qui disent que c'est une perte de temps, en quelque part, vont quand même accorder le fait que face à un monopole comme Hydro-Québec, c'est essentiel d'avoir un organisme réglementaire indépendant avec des pleins pouvoirs. Et c'est à peu près là qu'on en est dans notre réflexion.
Et puis, ce qu'on voit, c'est que le nerf de la guerre, si on craint une hausse des tarifs, c'est notre capacité à bien estimer la consommation à venir. C'est ça, la capacité d'Hydro-Québec. Oui. À estimer la consommation à venir. Et donc, cette demande d'électricité des prochaines années, elle va répondre à quoi? Qui va consommer de l'électricité? Est-ce que c'est la grande industrie? Est-ce que ça va être une vraie décarbonation? Est-ce que c'est parce qu'on va brancher nos autobus électriques qu'on va avoir besoin de plus d'électricité? Est-ce que c'est le chauffage des maisons qui va être électrifié? Est-ce que c'est les centres de données? On a un budget de 200 milliards de dollars en investissement, mais on se rend compte encore une fois qu'on n'a pas de plan de décarbonation. Où ira l'énergie? Où est la demande? On ne le sait pas. Non. Pour avoir un plan, Godefroy, il faut mettre sur la table des scénarios. Il faut réussir à imaginer des possibles énergétiques. Mais tout ça, là, ça ne tombera pas du ciel, ni probablement du carnet d'adresse de notre ami Fitzgibbon, aussi appelé Elvis Gibbon. Ça, c'est toi qui l'appelles comme ça. Moi, je ne veux pas m'associer à ce colibet. Mais par contre, mettons qu'on veut faire un plan collectivement. Donc, mettons que l'objectif, c'est de décarboner. Décarbonons. Est-ce qu'on va décarboner sur 10 ans, sur 20 ans, sur 50 ans? Est-ce qu'on va être forcé, par exemple, à aller vers le nucléaire? Est-ce qu'on va miser beaucoup sur la capture et la séquestration du carbone? C'est tous des scénarios différents de voies qu'il faudrait mettre sur la table et demander ensuite aux Québécois, leur expliquer, puis ensuite leur dire, êtes-vous prêts pour les sacrifices, les investissements que chacun de ces plans-là va demander? Si on nomme les choses, tout est possible. En fait, on a des myriades d'avenues possibles. Puis avec un plan clair, puis on l'essaye, ça, c'est fédérateur. C'est fédérateur, puis cette planification-là, ça devrait être, à nos yeux, la question la plus importante dans le discours énergétique au Québec. C'est un peu comme l'élection de 1962 des libéraux, c'était une réponse à la question « Acceptez-vous ce projet de deuxième phase de la nationalisation? » Et puis là, le Québec a vraiment été sollicité puis a donné son avis de façon très officielle. Tu votais pour les libéraux en 1962, tu votais pour la nationalisation, c'était clair. Il me semble qu'on est face à des questions aussi gigantesques que ça aujourd'hui. Et là, qu'est-ce qu'on a comme façon de consulter? Le PGIR, le plan de gestion intégré des ressources énergétiques. Ça devrait être notre plan, ça. Puis on en est où avec ça? Écoute, il y avait eu la tournée Vision Énergie. Ça, c'est celle où on consultait le Québec. Donc, la partie, c'est le pendant de l'élection en 1962. Là, c'est presque pareil. Donc, oui, on a fait une série de tables rondes dans différentes régions du Québec, dont à Montréal. On n'a pas entendu parler de ça du tout. Non, pas vraiment. Ça a été assez obscur. Ça a été annoncé juste quelques jours à l'avance dans les journaux. Tu es allé voir d'ailleurs sur le site du gouvernement. C'est encore là? Ben c'est ça. Les dates de rencontres qui étaient prévues donc, sont toutes passées, mais elles sont encore affichées. Et puis, il y a autre chose qui est là aussi. Il y a le mur à idées. Qui est sur Consultation Québec. C'est en ligne, hein? C'est ça. Et sur ce mur à idées, il y a 199 idées soumises. Là-dedans, il y en a qui ont été carrément proposé par le gouvernement ou par l'organisme qui pilote tout ça. Mais il y a aussi des citoyens qui ont mis des idées et là, les gens votent. Alors, pour donner une idée là, de l'ampleur de la participation qui nous fait donc penser ça aussi aux élections de 62, c'est littéralement là, les idées les plus populaires vont avoir 7 votes, 10 votes. La grosse idée là, fédératrice au maximum, c'est 13 votes. 13 votes. C'est pire que les élections municipales encore, je dirais. Fait que c'est pas sérieux, là, cette consultation-là. C'est ce qu'il faut retenir. D'ailleurs, la ministre en disait, ouvrons les guillemets, avec cette tournée régionale et les autres initiatives de participation à venir, on va chercher les expertises, les connaissances et les réflexions de chacun pour créer un plan solide pour le Québec. Bon, il y a des regroupements comme celui auquel Jean-Pierre Finet appartient, qui a même refusé de participer, par exemple, au mur d'idées, parce qu'il ne voulait pas valider le processus, parce qu'il trouvait ça trop boboche. Il y a aussi, par contre, ils ont participé à une des tables rondes, celle de Montréal, et il m'a donné ses impressions sur le fonctionnement de tout ça. Nous, on a demandé à ce qu'on soit consulté à l'origine et que ça ne soit pas juste fait en catimini entre les distributeurs d'électricité et le gouvernement du Québec. Moi, j'ai participé à cet événement-là. C'était pas méchant, là. C'était une demi-journée, puis il y avait plein de gens bien intentionnés qui étaient là, puis qui donnaient leur avis, mais ça ne dédouane pas le gouvernement là, en termes de consultation. Là. C'est plutôt une présentation. C'était gentil, là, mais c'était pas, c'est pas comme ça qu'on développe un plan de gestion intégré des ressources. Là.
Pour en ajouter un peu au manque de sérieux, on n'a même pas de procès verbal de ces rencontres-là, de ces tables rondes-là. Il faut se fier sur les rapports du gouvernement et évidemment, donc il n'y a rien de sérieux là-dedans. Moi, à l'automne, Jean-F, je suis allé à un forum organisé par la Régie de l'énergie qui s'intitulait Transition énergétique, qui paie la facture? Donc, c'était un truc plutôt sérieux. D'ailleurs, Pierre Fitzgibbon était présent. Il te faisait dire salut. Et tu l'as embrassé de ma part. C'est fait. Merci. Et donc, il y avait des panels, il y avait des conférences. On devisait sur la transition énergétique. Il y avait un petit élément sur l'EPGIR, sauf que c'était un petit 30 minutes sur à peu près 7 heures de conférence et c'était pendant le dîner. Donc, pendant que les gens réseautaient et savouraient des petites entrées, c'était pas la partie la plus appuyée, disons. Ça sentait plus les sandwichs que la consultation nationale. C'était brouillon, moi je dirais. C'est un peu la donne. On est habitué à ça avec la coalition Sans Avenir Québec. Je vais insister pour me dissocier de ce commentaire gratuit et méchant pour notre gouvernement. Il ne faut pas oublier non plus, au-delà de la méchanceté, que dans le projet de loi 69, on a eu droit aussi à un amendement qui a été passé sous le bâillon, qui a retiré l'électricité du PGIR. Là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'énergie disponible au Québec, c'est 33% sous forme de pétrole, 15% du gaz naturel et 32% c'est l'électricité d'Hydro-Québec et donc le reste est de sources variées. Donc 32% d'électricité. Donc on a retiré un tiers de l'énergie totale du plan intégré de l'énergie. Oui, c'est ce que Pierre-Olivier Pinault nous disait en entrevue, ce qu'il appelle un plan désintégré. Désintégré comme notre morale, je dirais. Oui, fait qu'Hydro-Québec va faire seul dans son coin avec le gouvernement pas trop loin, on s'en doute. Puis en plus, ce fameux plan-là, il va être étudié aux 6 ans. C'est qu'à peu près une éternité, je dirais, quand on regarde la vitesse à laquelle les perturbations du climat arrivent, puis quand on écoute aussi ce que dit la science sur le budget de carbone total disponible pour éviter un emballement encore pire du climat. Oui, puis si aux 6 heures, là, je veux dire, c'est l'affaire à peu près la plus ridicule que tu peux t'imaginer qu'un plan aussi important sur quelque chose d'aussi en mouvance que les changements climatiques soit renouvelé aux 6 ans. C'est la preuve, là, noir sur blanc, que c'est n'importe quoi. Mais puisque ce fameux plan de gestion intégrée des ressources énergétiques n'est pas encore déposé, il est peut-être encore temps de pousser pour qu'il s'améliore, de faire des pressions. On pourrait peut-être en faire une véritable consultation nationale. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent que le document qui va sortir soit de qualité et c'est encore possible. Donc, il faut exiger que ce soit une entreprise sérieuse puis qu'il soit renouvelé plus souvent qu'aux 6 ans. Ça n'a aucun bon sens. Améliorer le PGIR en y incluant aussi des mécanismes de reddition de comptes, évidemment. Et ça, c'est certain. S'il y a une chose qui est claire pour toi et moi, Jean-F, au travers de notre projet J'aime ton énergie, c'est qu'un plan est absolument primordial et que tout ce qui va dans le sens de faire comme si le PGIR actuel était ce plan, ben c'est absolument du vent. Okay? Quelqu'un qui vous dit il y a des consultations, sachez-le maintenant, c'est n'importe quoi. Le PGIR, collectivement, il faut être conscient que c'est pas un vrai plan et on doit exiger beaucoup, beaucoup plus de notre gouvernement. J'aime ton énergie. Il est beau quand il est fâché. J'aime pas ça, moi. Je pense que tu as besoin d'une pause, Godefroy. Respirons. Qu'est-ce qu'on fait face à un monde où tout bascule? Mon Dieu, mais t'es à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est à nous. C'est quoi, c'est à voles-tu dans la forêt? C'est à qui de prendre des choses en main, Godefroy? C'est à nous. De bâtir. C'est à nous de faire croître notre richesse. Papa, il est donc bien haut. Ils l'ont monté sur une éolienne. Ben voyons donc. 175 pieds de haut. Elle n'a même pas le vertige en plus. Mais non, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment pas pire. Hey, mais son éolienne ne tourne pas. Penses-tu? Il coupe le courant pour faire des pubs de même. C'est à nous, Godefroy. Hydro est à nous. Faut pas oublier là, que tout ça, c'est bien réel. Là. C'est réel tout ce qui s'en vient. Les milliards pleuvent et il y aura l'érection des éoliennes. D'ailleurs, justement, Claudine Bouchard, elle nous prévient ici dans le devoir, regarde, la transition... Notre nouvelle PDG. Oui, nouvelle PDG. Je la connais pas beaucoup encore, mais je suis curieux. Puis ce qu'elle nous dit, là, c'est que la transition énergétique aura des effets sur nos paysages. Il va y avoir plus d'éoliennes, plus de pylônes, plus de lignes de transport pour répondre aux besoins en énergie propre. Forcément. Mais là, dans la pub qu'on vient de faire jouer, pour ceux qui l'ont vu, avec le slogan « C'est à nous », on voit une belle forêt pleine d'éoliennes. Et là, on se demande, mais c'est ça qu'on veut? Clairement, on aime mieux des éoliennes que des centrales thermiques. Mais la question, c'est est-ce qu'on veut couvrir le Québec presque en entier de parcs solaires puis d'éoliennes? Est-ce que c'est parce que l'énergie est décarbonée
que là, on se donne plus de limites, puis on fait juste produire. Le gouvernement et son monopole d'État sont-ils face à un bar ouvert? Et c'est toute une question. C'est la même question, en fait, que Christine Beaulieu posait à l'époque des surplus dans GEM Hydro. On en a beaucoup, on est en surplus, doit-on continuer à tout harnacher? J'aimerais ça attirer ton attention sur un dernier extrait de la discussion que j'ai eue avec Jean-Pierre Finet. Il a pris un peu de temps pour m'expliquer sa vision sur le fait que, justement, il faut considérer qu'il y a une limite de production. On ne peut pas juste produire toujours plus parce qu'on va scraper notre environnement, même si c'est de l'éolien. Donc, pour les dirigeants d'Hydro-Québec et pour le gouvernement, il ne semble pas y avoir de limite écologique à la production d'électricité. Nous, on pense qu'on en a. Il y en a. Il y a une limite que la planète est capable de supporter. À chaque fois qu'on implante des parcs d'éoliennes, on dérange la biodiversité aussi. Tout ça, il y a des impacts environnementaux à toute production d'énergie, même à l'économie d'énergie. C'est ni viable ni équitable là, ce qui se prépare en ce moment. Non, et ce qui est insultant ces temps-ci, c'est que le gouvernement et Hydro-Québec semblent vouloir accorder l'eau et le vent à l'industrie et ensuite nous dire, un peu comme Fitzgibbon nous disait à l'époque, bien là, si vous voulez décarboner, il va falloir le considérer, le nucléaire. Là. Donc, en ce moment, on se dépêche à dilapider les blocs de puissance à gauche, à droite, à des choses qui n'ont rien à voir avec la décarbonation. Là. Rien du tout. Là. On donne l'eau et le vent à l'industrie. C'est beau, ça. C'est beau et c'est pas beau en même temps. Ça fait mal, mais c'est beau. C'est ça. Et ça nous amène tranquillement ça à la fin de ce deuxième épisode de J'aime ton énergie. Et pour la suite, ce qu'on a envie de faire, c'est de vous proposer un survol de l'ensemble des promesses énergétiques et climatiques qu'on a lancées au Québec depuis 10 ans. L'accord de Paris a 10 ans. Cette année, en 2015, le Québec était champion de la transition, de l'engagement. La CAQ est arrivée en 2018. Donc, ça fait presque 8 ans qu'on fait du pédalo climatique. C'est une période où il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de volte-face dans ces 10 ans-là. Oui, puis il faut se souvenir aussi qu'il y a des élections qui s'en viennent en 2026 et ne jamais oublier qu'en ce moment, on a Bernard Drinville comme ministre de l'Environnement. Lâche-nous avec ça, toi. On va essayer de faire un portrait plus politique du vaste dossier de l'énergie au Québec pour notre prochain rendez-vous. Et c'est le plan, parce que nous, on en a un plan, pour la suite de J'aime ton énergie. Salut, là. J'aime ton énergie est produit en collaboration avec la balado de Fred Savard. Merci pour l'intérêt et pour le coup de pouce. Merci aussi au duo montréalais musical Flabbergast qui nous a prêté pour les transitions et le générique la pièce Phaser tirée de son dernier album. Avec Godefroy Laurando, animation, recherche et montage, et Jean-Ève Boilly, idée originale, scénarisation et assistance pour tout le reste. Au revoir.